Salut à tous, l'épisode 6 avec Mathieu Van Der Poel et la Corandon Circus. C'est maintenant, c'est tout de suite, on a un petit peu attendu, ça fait une semaine par rapport au dernier épisode. Cette partie, c'est du défi. Et quand il y a un défi qui disparaît, parce qu'il a été peut-être obtenu trop facilement, j'aurais tellement aimé que ce soit la deuxième année plutôt qu'on ait le temps de se renforcer, voire même la troisième, Euh, ça aurait été tellement sympa que ça se passe autrement. Bref, c'est comme ça. Il faut faire son deuil des, des choses qu'on regrette un petit peu et se trouver de nouveaux objectifs parce que sinon, bah, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Et moi, je veux que ce soit rigolo. Pour vous et pour moi. Donc, le nouveau défi, c'est quoi? C'est évidemment pérenniser l'équipe en World Tour. Je m'occuperai dans l'éditeur de faire en sorte que Jumbo Visma, Lotto Soudal et compagnie reviennent en World Tour. Je pense avoir maintenant compris deux choses que j'ai à faire. Je l'expliquerai un petit peu plus tard dans un autre épisode. Euh, Présence durable et méritée en World Tour, il nous faut des bons résultats. Parce que pour attirer un sponsor, qu'il soit Corandon ou un autre, je pense pourquoi pas de plus en plus à un autre, on pourrait éventuellement envisager ça. Il nous faut des bons résultats à l'image de ce qu'on a pu avoir. Une des deux victoires de référence pour moi. Je vous ai fait un très 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 bref résumé. Voilà, de la flèche wallonne. Bien évidemment, vous l'aurez reconnu, une flèche wallonne disputée sous des hallebardes, tellement il pleuvait. Kwiatkowski, Alaphilippe, Van Der Poel pour un final incroyable avec le champion du monde 2019 juste derrière, mais qui aura été un peu juste, il n'aura pas pu se mêler à la bataille pour la gagne, et un Mathieu Van Der Poel qui va quand même, excuser du peu, se permettre de prendre Alaphilippe sur la flèche wallonne. Pour moi, celle-là, alors vous allez dire bonus plus 5, mais je crois qu'en fait, s'il n'y avait pas bonus plus 5, c'était impossible. Tellement Alaphilippe est fort sur le mur de 8. Mais ça reste déjà un truc incroyable en 2019 d'avoir chopé cette flèche avec une équipe aussi faible. Voilà, j'étais super content. Et puis là, ouais, ces fameux championnats du monde aussi qui nous a quand même apporté ce joli joli maillot arc-en-ciel sur les épaules de Mathieu Van Der Poel avec une équipe des Pays-Bas super forte, parce que on a laissé partir c'était GVA et Kiat, je crois, qui était parti à deux reprises, et la deuxième, elle glaçait le sang tellement on pensait qu'on allait se faire avoir parce que j'avais eu un petit écran, etc. Bref, et l'équipe des Pays-Bas forte, qu'elle en peut plus, emmène Mathieu Van Der Poel vers un sprint là pour le coup qui est dans son registre, un sprint de Flandrien. Un sprint de puncher. Je sais pas ce qu'il faut dire avec Mathieu Van Der Poel. Il faut l'appeler Flandrien, puncher ou surhomme, extraterrestre. C'est à voir. C'est à voir. Et puis on avait une troisième pour moi qui est significative, c'était les Strade Bianche à l'épisode précédent où on se fait la malle à un endroit que je commence à avoir identifié comme the The Place pour attaquer sur Strade Bianche et terminer solo. Voilà, je vous dis pas plus. J'essaierai de garder la surprise, mais on est en tractation avancée avec de gros sponsors. Il se pourrait qu'il y ait un sponsor tricolore qui s'intéresse de très très près à cette équipe. Chut, on n'en dit pas plus. Voilà, donc après on a eu un recrutement avec ce qu'on a pu, mais je suis très très content de Galopin. Je suis très très, vous allez voir Galopin qui va s'illustrer dans cet épisode. Je suis très content de Galopin, je suis très content de Sénéchal, même si bon bah il s'est blessé, mais je suis très content de l'avoir en fait. Il est jeune et il nous apportera énormément, j'en suis certain. Et je suis très heureux de Dylan Van Barle. On se rappelle qu'à l'épisode précédent, Tony Galopin était allé, emportant le maillot jaune, s'il vous plaît, remporter une étape sur Paris-Nice. Et un truc qui m'intéresse, un troisième truc, c'est le développement. Alors, je sais pas où ça va me mener, très sincèrement, mais j'ai repéré dans mon équipe la Corandon Circus U23 que j'ai créée, puisqu'elle n'existait pas, il a fallu payer pour le pour faire finalement un recrutement, on les paye aussi 1000 par mois, etc. Je le sais parce que j'étudie le budget de temps en temps parce que j'ai peur de pas finir l'année.
Ça devrait aller. Il y a ce Matteo Jergenson, un Américain grimpeur. Écoutez, potentiel 5 à 8 et il est déjà à 68 à 20 ans. Ne me dites pas que c'est pas de la graine de très très bon. Quand on en est là, 68 à 20 ans, potentiel entre 5 et 8, bah faut juste espérer que ce soit plus 8 que 5. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles, je vais le suivre, mais lui, je vais le signer dès l'an prochain hein, pour l'équipe pro. Hein. Je pense qu'on va pas hésiter une seule seconde. Hein. Et puis il y en a deux ou trois autres que je regarde de près aussi, que je pense que je vais signer. De toute façon, il nous faudra énormément de coureurs, hein, donc voilà. Galopin, il est sans pression sur la fin de ce Paris-Nice. Je vous avais montré les 4 premières étapes à l'épisode précédent. Eh bien, à celui-là, on va terminer Paris-Nice. On va s'occuper aussi de Tirreno intégralement. Et bah, écoutez, que dire? Ben, Galopin est en vert. Et quand j'écrivais là juste avant sur le rappel de classement avant l'étape 5, quand j'écrivais qu'il y avait un nouvel objectif peut-être, bah en fait c'est ce maillot vert, ce maillot du classement par points. Je me dis que Galopin étant à la tête d'un bon petit matelas de points, il y a peut-être moyen d'essayer d'être placé sur les prochaines étapes, de sorte que ce maillot termine sur les épaules du Galopin, toujours avec l'idée, non pas l'aspect gloriole, etc., mais plus l'aspect pognon. L'aspect pognon où on se dit que tout ce qui peut nous permettre de ramasser un peu d'argent, bah, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Donc voilà, je me dis ça. On dispute le sprint à l'arrivée de l'étape 5. On va se faire battre, mais vous voyez, Galopin, après avoir pris 2 fois la deuxième place, après avoir gagné une étape, bon, le contre-la-montre, ça a été un fiasco total, vient prendre les points d'une troisième place, ce qui est quand même toujours une bonne chose, toujours dans l'optique de la consolidation du maillot vert. Très bien. Allez, on continue. Il reste pas grand chose. Il reste 3 étapes, mais 3 étapes sur un terrain, je dirais, vallonné, montagneux. Celle-ci, là, la 6, elle est sympa. Hein, elle est sympa. Avec une arrivée extrêmement, je dirais, violente. Alors, c'est le prototype d'étape quand le classement comme ça est un peu figé entre le contre-la-montre qui a déjà eu lieu et l'étape de montagne Rennes qui a lieu le lendemain. C'est, que ce soit d'ailleurs dans le jeu ou même dans la réalité, le prototype d'étape qui peut terminer pour une échappée. Là, c'est typiquement le truc. Je pouvais pas m'insérer dans l'échappée avec Galopin, étant donné qu'il était trop bien placé au général, entre guillemets, hein, parce que au général, il était 12 ou 14, je sais plus, quelque chose comme ça, le matin de cette étape-là, donc on laisse pas partir. C'est dommage parce que je pense pas que Van Barle ait les moyens de... Lui non plus était à 20ème, je sais plus, il pouvait pas trop l'échapper. Janssens, il est mignon, ça va, il est sympa, quoi, mais bon, voilà. Ça reste quand même un coureur assez limité. Mais on est bien content de l'avoir. Hein. Je vous dis que quand vous avez des types, des grosses quenelles à 67, 68, quand dans le lot vous en avez un qui a 72, mon Dieu, vous le prenez limite pour un génie. Hein. Donc moi, Janssens, je dirais pas de mal de lui, parce que je suis trop heureux de l'avoir, à côté de certains que j'ai qui sont vraiment faibles, hyper faibles. Bon, ben on prendra pas vraiment de points sur cette étape-là, hein. Faut se résoudre à l'évidence. L'étape est allée à Arthur Vichot, rescapé de l'échappée, comme ça pouvait se pressentir. Et Tony Galopin, bah écoutez, il est top 10. Il est top 10 avec un retard, ma foi, qui n'est pas immense, qui devrait quand même changer là avec cette arrivée du côté du sommet de la Colmiane. Hein. Il faut être réaliste. Hein. On va souffrir. C'est une étape 7 là qui ressemble pas à ce que je vous propose souvent. Je vais échapper Janssens quand même. Pourquoi? En fait, c'est pas tellement pour espérer gagner l'étape, parce que celle-là, je me doute très bien qu'elle va s'adresser plus à des leaders. Non, c'est pour le mettre aux avant-postes et pour pouvoir le ramener sur Galopin, histoire de d'aider un petit peu Tony Galopin quand Dylan Van Barle commencera
à dire stop, quoi, à ne plus en pouvoir. Hein. N'oublions jamais que Dylan Van Baarle, il a été recruté pour aider Mathieu Van Der Poel à aller chercher quelques victoires de renom sur des classiques, surtout flandriennes. Hein. Alors, il est bien gentil là de faire tout ce qu'il peut sur Paris-Nice, Van Baarle, mais on peut pas non plus tout lui demander. Hein. Le jeu n'a pas pris en compte le numéro que Dylan Van Baarle a réalisé à la dernière étape du Dauphiné très récemment, hein, où il avait comme ça gagné une étape qui semblait pas tellement promise à ce type de coureur, mais bon, voilà. Donc voilà, on est en bas de la Colmiade, c'est une ascension assez longue, une ascension. Au final, c'est une ascension qui ressemble à au Turini. Hein. Donc en fait, l'étape 7 de ce Paris-Nice, qui est en version 2018, là, ressemble, je trouve, à l'étape 7 du Paris-Nice 2019. Dans l'esprit, hein, on est sur comme ça une longue montée vers un col d'une quinzaine de kilomètres sur des pourcentages quasi similaires. Je crois que le Turini est un petit peu plus en moyenne. Mais bon, cette Colmiane, elle est pas évidente. On a vu qu'il y a Romain Bardet et Thibaut Pinot qui ont un peu les fourmis dans les jambes. On a une échappée dont certains sont les survivants, Schachmann, Rohan Dennis par exemple, mais je doute bien que les leaders vont bouger. Hein. Encore une attaque là, encore une attaque de Thibaut Pinot avec Romain Bardet, Simon Yates qui essaie de prendre la suite. Et puis vous voyez, ça fait le yo-yo quoi. C'est-à-dire qu'à des moments, ils se sont échappés à des moments. Après, on les a repris, mais bon, là, on les reverra plus jamais. Hein. On a devant nous le peloton maillot jaune, si l'on peut l'appeler ainsi, avec Egan Bernal qui fait tout le taf. Et pour un Richie Porte qui, depuis ce contre-la-montre où il a brillé, ne fait plus grand-chose, il faut bien le dire. Et Galopin se retrouve comme ça dans un groupe avec Bauke Mollema, avec Tadej Pogacar, voilà, bah écoute, c'est pas souvent hein, que je vous propose ce type de scénar où mon leader, là, comme ça, sur une étape super importante, il est en galère, etc. Et ben ouais, ben c'est cool aussi, hein, non, on peut vivre autre chose comme ça. On n'est pas obligé de gagner. Regardez, du coup, bah ouais, 14 sur l'étape, hein. 14 sur l'étape, on recule au général, il passe 12, Tony Galopin, puis il marque pas de points au classement par points, hein, on va pas se mentir. Si ce n'est d'ailleurs que même Thibaut Pinot revient, mais à vitesse grand V à ce classement. Donc, l'étape 8, il y a un enjeu massif, c'est essayer de marquer des points. Et comment est-ce qu'on peut marquer des points? Il y a un premier sprint intermédiaire sur lequel on ne peut pas espérer grand-chose étant donné que l'échappée, il faudrait la prendre, mais on peut pas, etc. Donc il faut viser reprise de l'échappée au deuxième intermédiaire, au deuxième sprint maillot vert, pour essayer d'aller marquer quelques points à cet endroit-là. Et puis, je vais commettre un petit fail, c'est que je vais lâcher un tout petit peu trop tard Van Baarle pour le caler dans la roue de Galopin. Du coup, ça va faire 3 et 2 au lieu de 2 et 3. C'est pas grave, c'est pas grave. On a pris les petits points qui font qu'à l'arrivée, selon mes calculs, il suffit de terminer juste derrière Thibaut Pinot pour assurer le maillot vert. Donc, les écarts de points distribués à l'arrivée sont pas très importants. Du coup, je me dis, allez, c'est faisable. Et donc, il y a Calmejane qui a essayé de s'échapper un petit peu, et puis on va pas s'empêcher, et c'est malgré moi, je suis désolé, c'est toujours comme ça, pas s'empêcher de tenter quelque chose, parce que Tony Galopin, c'est un excellent descendeur. Il y a Patrick Conrad, on voit là, qui est dans le coup, là aussi, avec Calmejane également. Il y a un Simon Yates qui est en embuscade, et puis ben ouais, je vais échapper Tony Galopin. Le mec que vous voyez devant, c'est un attardé, hein, ça compte pas. Tony Galopin est en tête. Tony Galopin arrive sur la promenade des Anglais. Tony Galopin va-t-il aller chercher cette étape qui serait la deuxième sur ce Paris-Nice? Ouf, il y a une fusée nommée Simon qui l'a dépassé. Et par la grâce de Dieu, Thibaut Pinot fait 3 et Tony Galopin fait 4 à bout de souffle. Donc, on a sauvegardé notre maillot vert. C'est génial. C'est génial. Victoire d'étape, port du maillot jaune, plus maillot vert pour Tony Galopin. C'est super cool. C'est super cool. Alors maintenant, ce qu'on veut voir, c'est l'addition. Hein, combien est-ce que ça nous a rapporté cette histoire-là? Parce qu'on en est à compter les billets de 10. Donc combien? Regardez, pas grand-chose. Hein.
Punaise, ça a rapporté plus d'argent de gagner les Strade Bianche que de faire tout ça du côté de Paris-Nice. Vraiment mal payé l'équipe là pour le boulot de Tony et des équipiers quoi. Parce que franchement c'était un super Paris-Nice je trouve pour l'équipe qu'on avait. On fait 10 maillot vert, une victoire, port du maillot. Franchement RAS. Et là par contre c'est la séquence LOL sur l'étape 1 de Tirreno. Attention, si vous voyez, vous apercevez brièvement quand je change de coureur, là, les notes en contre-la-montre, ça marche aussi pour le prologue, hein, mais c'est pire pour le contre-la-montre. De mes coureurs alignés, mais j'ai pas le choix, j'ai 16 coureurs en tout. J'ai 16 coureurs en tout, donc voilà. Si vous voyez les notes, vous avez envie de pleurer. Vous avez envie de pleurer. Donc, en fait, avant même de démarrer ce contre-la-montre par équipe, on sait déjà qu'on va se prendre une branlée digne de la Cofidis l'an dernier sur le tour, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, hein, après tout, on est une petite équipe, hein. On est une toute petite équipe, même si on possède un immense coureur, on est quand même une petite équipe à l'échelle du World Tour. On est très très pauvre en coureur, on a un faible budget, ben, on est vraiment des quiches en contre-la-montre par équipe. Voilà, ça fait partie. Du coup, inutile de vouloir espérer quoi que ce soit au général, cela va de soi. Mais cela dit, je rigole en disant que mes coureurs, enfin qu'on est des quiches en CLM par équipe, mais moi je suis très très fier de mes petits jeunes là. Je les trouve très très sympas là, les petits jeunes là, que ça Sinchoc là et tout, là, qu'on a chopé, faire Kev, etc. Il y a vraiment faire chef, pardon. Il y a vraiment du bon petit coureur à observer là. Je suis très très content. On a pris avec nous Sosa, hein, bien sûr. On a pris Sosa. Qui sera le leader de l'équipe sur ce Tirreno? Je me le demande encore. Tellement, bah, sur le papier, Sosa est peut-être un peu meilleur grimpeur, mais l'essentiel en fait du classement général, hormis le contre-la-montre par équipe inaugural, hein, et le petit prologue, je dirais, de fin, hein, de 10 km individuel. Hormis ces deux épreuves-là, qui sont quand même vachement importantes et qui pèsent hein, dans le classement général, hormis ces deux épreuves, ben, ce Tirreno, en fait, il repose sur le résultat qu'on obtiendra aux étapes 4 et 5, hein, très clairement. Hein. Donc, arriver à prévoir qui de Mathieu Van Der Poel ou de Ivan Sosa performera le mieux sur un terrain, vous allez voir juste après, qui est, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est vallonné, on dit qu'il est vallonné avec du fort pourcentage, donc finalement est-ce que la note en montagne compte ou pas? J'en sais rien, toujours est-il que je prends la bonne roue par contre. La bonne roue c'est très très souvent sur Tirreno celle de Kwiatkowski, parce que le général, ok, on a compris qu'on n'était pas peut-être très très concerné. Par contre, victoire d'étape, je mets un point d'honneur à essayer d'en choper une. Hein. C'est quand même le truc. Hein. Maillot de champion du monde sur les épaules. On est tout petit, mais on a peut-être le meilleur en fait dans l'équipe, hein, le meilleur coureur pour gagner ce type d'étape-là avec sprint entre costaud sur faux plat montant. Mathieu Van Der Poel, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est digne de Peter Sagan en fait. Hein. J'ai parfois l'impression quand je joue avec lui, de retrouver des sensations d'il y a, on est en 2019, d'il y a 7-8 ans, vers là, sur Pro Cycling Manager, par exemple 2011, quand je jouais avec Peter Sagan, en fait. Voilà. C'est un peu le même phénomène, en fait, le type qui est capable presque de tout faire. Je ne vous cache pas que je me pose sérieusement la question du développement de Mathieu Van Der Poel. Hein. Il a un potentiel de malade, hein, le gars. Hein. On sait même pas ce qu'il va faire. Je sais même pas si lui-même il a déjà décidé ce qu'il va faire sur le très très long terme au niveau de sa spécialisation. Est-ce qu'il va se spécialiser en flandrien? Est-ce qu'il va rester polyvalent flandrien puncher? Est-ce qu'il va décider tout à coup parce qu'il voit qu'il a la caisse et qu'il est tout à fait capable de le faire au niveau des watts, au niveau de son rythme cardiaque, etc., de ses possibilités donc, hein,
génération de puissance et de longévité dans l'effort, est-ce que le mec peut pas un jour dire ouais, je vais bosser les grands tours en fait? On n'en sait rien en fait. Bon, c'est strictement rien. On est face à un phénomène pas unique, mais en tout cas assez exceptionnel, quoi. Je vous en parlais, on l'a déjà évoqué dans les mois qui précèdent, hein, pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne. Donc Mathieu Van Der Poel, développement, gros point d'interrogation, mais rien n'est à exclure à l'heure actuelle, quoi. Vous voyez sur l'étape 4, c'est les forts pourcentages là, ils interviendront aussi dans l'étape 5. C'est Tirreno 2019, hein, par contre, c'est pas Tirreno 2018. Là, on est sur Tirreno 2019. Euh, Ces très forts pourcentages sur le final me donnent quand même une envie, puisque j'ai découvert un nouveau truc là, échappée insignifiante. Hein. J'ai découvert un truc génial, c'est que sur les très forts pourcentages, ben en fait, la protection de Sosa permet à Mathieu Van Der Poel de s'économiser incroyablement, d'une part, et ne coûte pas beaucoup à Sosa. C'est ça qui est exceptionnel. Du coup, la petite alliance Van Der Poel-Sosa pour mettre sur orbite Mathieu Van Der Poel à l'orée de la dernière descente, si vous voyez ce que je veux dire, on ne l'exclut pas sur cette étape-là. Quand je dis ouais, j'ai découvert, en fait, Sosa un petit peu là, en fait, utilisé un peu comme un Bourman, hein, comme un Manu Bourman dans la série Lotto Soudal, que j'avais recruté expressément pour protéger en montagne, et qui d'ailleurs s'est acquitté de son boulot fort bien, hein, il n'y a pas de problème, on était super content de Manu Bourman. Hein. Bah, Sosa, en grimpeur pur, qui est comme ça là pour protéger, allez, je commence à trouver du sens à son recrutement. Bon, je vous avoue que quand je l'ai pris, c'était pour ça. Hein. Mais je veux dire, je l'ai regretté, je vous en ai parlé, le fait qu'il soit colombien, le fait que finalement l'identité d'équipe quoi, soit un poil bouleversé par la présence de Sosa, ça me gênait. Quoi. Je voulais rester sur un trip français, néerlandais, éventuellement luxembourgeois, on n'en a pas, mais éventuellement suisse aussi, mais en tout cas belge aussi. Quoi. Voilà, on est sur la vieille Europe, quoi. Euh, la vieille Europe plutôt du Nord. Victoire de Mathieu Van Der Poel. Voilà, en ayant pris la roue de notre ami Tim Wellens. Tim Wellens, bah écoutez, hein, c'est plutôt une bonne roue hein, quand il y a une descente qui se profile. Hein, parce que Tim Wellens, quand même, c'est un très bon descendeur. Donc, bah parfait. Parfait, on a pris du coup, notre deuxième étape là sur ce Tirreno avec Mathieu Van Der Poel. On verra un petit peu ce que ça rapporte en termes de primes, puisqu'on est à la recherche de chaque euro qui traîne. Donc dans cette étape 5, j'ai très très vite simulé les deux premiers tiers pour davantage passer de temps sur ce final qui est quasiment cauchemardesque, quoi. Ça monte, ça dépasse allègrement les 10, 12, 13%. 16, j'ai vu à un moment incroyable, c'est monté, mais regardez, avec Sosa, on tient le coup. Évidemment, un Sosa qui est à plus 2, c'est pas un Sosa qui est à plus 5 comme sur l'étape précédente. Hein. C'est sûr que ça change un petit peu la donne, mais c'est pas grave. Il est là quand même, il fait le job, et le Mathieu Van Der Poel est quand même dans de bonnes conditions pour aller. Je ne sais pas s'il va aller la ramasser celle-là, mais au moins, mine de rien, plus ça va, et plus Mathieu Van Der Poel, il a intégré le top 10, hein, ça vous aura pas échappé hein, sur l'étape précédente. Hein. On est parti avec presque 2 minutes de débours, avec ce CLM affreux. Mathieu Van Der Poel, il est en train de remonter même au général. Mais avec lui, je vise là aussi, comme Tony Galopin Paris-Nice, je vise le classement par points. Je me dis que c'est un bel objectif. Victoire d'étape plus classement par points, c'est assez sympa. Et dans cette optique-là, nouvelle plutôt rassurante, on ne va pas gagner l'étape. C'est Bob Jungels qui va la prendre, c'est cool. Non, c'est. Et Mathieu Van Der Poel va quand même faire 6. Alors que là, il y a un truc qui gêne, il y a un toit qui gêne, là, c'est amusant. Mathieu Van Der Poel fait 6. Ma foi, 6, c'est pas mal. Surtout que il intègre le top 6. Il est 6ème au général. Énorme. Énorme. Tout en possédant
une avance relativement sympa au classement du maillot par points. Alors, l'étape 6, a priori, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher une troisième victoire d'étape sur ce Tirreno. Je dis peut-être parce que tout dépend au final du comportement de l'IA, étant donné qu'on a une équipe qui est un peu faible. Cette équipe, fatalement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'a pas les moyens, j'essaye là, on n'a pas les moyens de rentrer sur l'échappée comme on pourrait le faire avec une autre. Du coup, on tente le va-tout pour essayer d'aller sprinter et peut-être sauter sur la ligne les échappées que vous apercevez là-bas. Là, ce sera dur à aller chercher. Ce sera dur. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, le peloton s'est un peu arrêté de rouler, mais bref, voilà. Bon, ok. Après, c'est une victoire fort sympathique, celle de Nils Pollitt. Nils Pollitt qui s'impose comme ça, en échappée, sur l'étape 6 de Tirreno. Classement général, évidemment, cela va de soi, inchangé. Ok, donc quel est l'enjeu maintenant de l'étape 7? Je vous le donne. Déjà, garder la 6ème place, ça paraîtra difficile, parce qu'on a Issaguirre et Fabio Fellini qui peuvent nous passer devant sur ce prologue, enfin, hein, sur ce petit contre-la-montre d'une dizaine de kilomètres de San Benedetto, là, comme d'hab. Ok, et donc c'est ce qui va se passer malheureusement, parce que Issaguirre, Yon, hein, il est très bon en prologue. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel n'est pas pourri, mais il n'est pas non plus dans une forme exceptionnelle. Et bah l'exercice, le dessert au final. Et cette place de Bob Jungels c'est très importante parce qu'en fait, pour nous ravir le classement par points, il aurait fallu que Jungels gagne l'étape. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque c'est une victoire de Bodnar, le spécialiste de la Bora-Hansgrohe. On recule, on fait finalement 8 au général, mais bon, en rappelant ce qui s'est passé à l'étape 1, c'est de l'ordre du miracle. Moi je suis content, on prend le maillot blanc, ok, en passant. Et on prend donc surtout ce maillot du classement par points. Voilà, il est rouge hein, sur Tirreno. Ben voilà, magnifique, merci, au revoir. 16 000, d'accord, on voit qu'on est encore très très mal payé, 2 victoires. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on amasse les centimes, on essaie de faire ce qu'on peut. On a des petites perfs remarquables là, appréciées par le sponsor qui est à fond sur nous. Regardez la barre en bas. Et les objectifs qui vont suivre, hein, là pour le coup, on va avoir du pain sur la planche. Il va falloir performer. Hein. 3 jours de Bruges-la-Panne. Il va falloir y aller enquiller sur toutes les Flandriennes. Et auparavant, bien évidemment, on traitera Milan-San Remo, qui est quand même un moment tellement, tellement important. Je rappelle que Mathieu Van Der Poel n'a jamais gagné de monument. Voilà, on sait ce qu'il reste à faire. Il va falloir essayer de se bouger les fesses sur le podio. A plus, bye bye.